Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi? Ça ne peut pas arriver. Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou, alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvé dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros. » C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il? Comment cela pouvait-il être réel? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob. Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte? Quelle traîtresse! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise. Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage, et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis, et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie! Tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi? La première ligne qui a attiré mon attention disait « Le plan de mort de Julie ». C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu! C'était ça! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident. Alors Jacob avait-il orchestré ça? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça?
Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père. Il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçue près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. « J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob ?» Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. « Julie, c'est toi ?» Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui. Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis, Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. » J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh, allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté. Mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit « Ah, tu es encore en vie ? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. » Puis elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant adopté. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ?» C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol.
Clara, arrête ça. Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi, Clara. Es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ? Sois honnête avec toi-même. Tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. » Je ne pouvais pas croire que Clara utilisait encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné, mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai dégluti. Le seul siège libre était à côté de Johanna, une des filles les plus bizarres de l'école. Elle était toujours assise seule. Et d'habitude, je l'évitais, parce que les gens disaient qu'elle ne parlait pas beaucoup et qu'elle était totalement timide. Mais d'une certaine manière, je me sentais un peu désolée pour elle. Je veux dire, comment ça pourrait être mauvais ? Eh bien, j'ai dû parler trop vite. Ce n'était pas génial. Je me suis assise avec un sourire et elle m'a juste lancé un regard noir et a grogné. « Vas-y alors, lance-moi ta pire insulte. » J'étais confuse et j'ai dit « Oh non, je voulais juste m'asseoir ici et dire bonjour. » « Est-ce que ça va ?» Soudain, Johanna s'est mise à parler à 1 million de kilomètres à l'heure, en me disant que bien sûr elle n'allait pas bien, et qu'elle devait voir un thérapeute tous les jours. Puis, elle m'a montré toutes les pilules qu'elle devait prendre et m'a dit qu'elle était très anxieuse. J'étais choquée. Submergée d'informations, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai commencé à partir. Mais elle m'a pris la main et m'a dit « Nous sommes amis maintenant, non ? Je n'ai jamais eu d'avis dans ma vie avant. Tu es la première personne à qui j'ai vraiment pu m'ouvrir. Même mes parents ne savent pas à quel point c'est dur pour moi. » Waouh, je ne pouvais pas la laisser maintenant. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit que je me sentais heureuse d'être son amie. Je veux dire, il s'agirait juste d'aller déjeuner ensemble ou de prendre un café au plus. Ça ira. Cependant, l'interprétation de Johanna d'une amie était légèrement différente de la mienne. 3 jours plus tard, je suis rentrée de la bibliothèque assez tard. Alors je suis allée directement dans ma chambre, comme d'habitude, et j'ai commencé à me changer. Seulement, j'ai trouvé Johanna juste derrière moi quand je me suis retournée. Et j'ai failli réveiller tout le bâtiment avec un cri de frayeur. « Oh, hey, coloc !» m'a-t-elle dit avec un grand sourire. « Quoi ?» C'était insensé. « Colocataire ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a juste rigolé et dit qu'elle se sentait seule dans son dortoir. Et que comme j'avais une chambre double, elle avait demandé au responsable du dortoir si elle pouvait emménager avec moi. Je suppose que ce n'était pas si mal. Je veux dire, je me sentais seule aussi parfois. Alors cette nuit, on est resté debout très tard à discuter. Et pour être honnête, c'est vraiment bien d'avoir une colocataire. Nous sommes devenus proches. Et quelques soirs plus tard, nous avions eu une soirée cinéma. Johanna s'est tournée vers moi et a dit « Catherine, il y a quelque chose que je dois te dire. » Oh non, il y avait sûrement plus de choses dérangeantes à dire. Comment cette fille s'en sortait-elle ? Mais alors elle s'est mise à rougir et a dit « J'ai le béguin pour quelqu'un. Il s'appelle Mitch. » Oh mon Dieu, je savais exactement de qui elle parlait. Johanna, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un vrai coureur de jupons. T'es bien trop bien pour lui. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'aimait que les filles populaires. Il n'aurait jamais été attiré par une fille comme Johanna. Johanna ne l'a pas très bien pris. Tu es jalouse, n'est-ce pas ? Je parie que tu as le béguin pour lui aussi. Eh bien, j'ai avoué en premier, donc il est à moi. Fais-toi plaisir. Je n'aurais jamais eu envie de quelqu'un comme Mitch. Je ne suis pas ce genre de fille. Johanna a ensuite dit qu'elle me prouverait qu'elle pouvait le séduire. Je me suis sentie agacée par elle et je suis retournée regarder le film. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que ma vie était plus dramatique que jamais. Et j'ai commencé à regretter de m'être assise à sa table ce jour-là. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai été confrontée à une énorme surprise. Johanna et Mitch ont commencé à sortir ensemble. J'étais allongée à écouter de la musique quand j'ai entendu des voix derrière la porte. J'ai ouvert et il y avait Mitch qui s'en allait. Il s'est retourné pour envoyer un baiser à Johanna et vous auriez dû voir l'expression de satisfaction sur son visage. « Je te l'avais dit !» a-t-elle dit en riant. « Waouh !
arrogant. Mais ok, j'étais heureuse pour elle. C'était une femme de parole. Mais j'avais peur qu'elle soit blessée. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir, car très vite, elle était avec lui 24 heures sur 24. Il est même venu dans notre dortoir et j'en avais assez de les entendre s'embrasser. Ils étaient tout le temps en train de s'aimer de façon dégoûtante. Et c'est vite devenu épuisant. Le jour de la Saint-Valentin, il a envoyé 100 ballons dans notre dortoir. Et je n'ai même pas pu passer la porte. Pourrait-il être encore plus excessif? Ce n'était même pas si romantique. Mais Johanna était sous le charme. C'était douloureux à regarder. Mais pas aussi douloureux que de voir Mitch marcher dans la rue en tenant la main d'une autre fille. Oh, je me suis figée. Ce n'est pas possible. J'ai rapidement envoyé un SMS à Johanna pour lui demander comment ça se passait entre elle et Mitch. Elle a répondu immédiatement en disant « Tout va bien? Pourquoi ?» Alors, je lui ai dit ce que j'avais vu. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je me suis précipitée dans notre dortoir et lui ai demandé pourquoi elle m'ignorait et si elle allait bien. Mais elle a commencé à me crier dessus en disant que j'essayais de ruiner sa relation parce que j'étais jalouse. Clairement, elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que je disais la vérité, mais elle s'est levée et est partie en claquant la porte derrière elle. Les choses sont devenues vraiment gênantes après ça. Elle m'ignorait dans le dortoir, en classe, et ne répondait à aucun de mes textos. Et elle ramenait toujours Mitch dans notre chambre et l'embrassait devant moi. Finalement, je n'en pouvais plus et je lui ai demandé de déménager. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Johanna a perdu la tête. Elle s'est mise à crier. « C'est quoi ton problème? Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse et quelqu'un m'aime. Et toi? Tu es là à essayer de me cacher ça. Et pourquoi tu veux me mettre dehors? C'est pas de ma faute si tu es célibataire, Catherine. Peut-être que si tu arrêtais d'être si jalouse une seconde, quelqu'un t'aimerait toi aussi. » Je ne pouvais pas la croire. J'avais envie de crier. C'était la pire. Et le lendemain matin, c'était encore pire. J'étais assise avec des amis avant le début du cours, quand soudain, Johanna est entrée et a fondu en larmes. Les gens ont couru vers elle et lui ont demandé si elle allait bien. Et c'est là que mon sang s'est glacé. Elle a commencé à dire que j'avais dit du mal de son petit ami et que maintenant je voulais la virer de notre dortoir. Et puis, j'ai entendu ma voix. J'ai regardé et elle avait sorti son téléphone et joué un enregistrement de notre dispute. Bien sûr, elle l'avait édité pour me faire passer pour la méchante. Même mes amis avaient l'air choqués. Et Johanna leur a dit que j'étais une fille à deux visages, une bonne à rien, et que j'aimais raconter des ragots sur les autres dans leur dos. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde que Johanna mentait, et qu'elle était juste en colère, mais tout le monde m'a regardé l'air choqué. C'était comme s'ils la croyaient. J'étais stupéfaite. Le lendemain, j'ai remarqué que Johanna montrait à mes amis des photos sur son téléphone. C'étaient des captures d'écran de mes textos. Mais elle les avait modifiées pour faire de moi un véritable monstre. Une fois, Johanna m'avait envoyé un message en rigolant sur le fait que mon amie Valérie avait la pire des coiffures. Et j'ai plaisanté en disant qu'elle avait dû se la couper toute seule. Et il y a eu le message où Johanna a dit que Mitch avait dit que son ex Anna, qui était aussi notre présidente de classe, devait coucher avec le professeur d'économie pour avoir de bonnes notes. Et j'ai dit « Anna est-elle tombée si bas? Non seulement elle a une liaison avec un homme marié, mais en plus elle commet une faute académique. Je pense pas qu'elle ferait ça. » Mais bien sûr, Johanna a coupé cette dernière phrase, et elle n'a pas montré ses parties dans les conversations non plus. De cette façon, j'avais l'air d'être la pire amie du monde. J'ai essayé de leur dire ce que Johanna faisait, mais ils étaient trop blessés pour me croire. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, Johanna avait envoyé ces messages à toute l'école. Pendant le reste de la journée, les gens venaient me voir et me disaient que je n'étais qu'une méchante fille. Et puis au déjeuner, je suis allée m'asseoir à ma place habituelle avec mes amies, et soudain, elles sont toutes parties et m'ont laissée seule. J'entendais tout le monde chuchoter à mon sujet, et la fille la plus populaire, Abigail, est venue vers moi et m'a dit que j'étais une déception pour cette université et que je ne méritais même pas d'être ici. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors je me suis précipitée dans mon dortoir, mais la surveillante du dortoir était là, les bras croisés, bloquant la porte. Elle a dit qu'elle avait reçu des rapports sur mon comportement et que j'avais 1 semaine pour quitter le dortoir. Je ne comprenais pas. Qu'avais-je fait? Apparemment, les gens lui avaient dit que je voulais la faire virer. Et puis je me suis souvenu que Johanna avait dit ces mots exacts et qu'elle m'avait demandé comment elle pouvait dénoncer la responsable. Alors, je lui avais envoyé un texto expliquant comment la dénoncer. Oh mon Dieu, elle a même utilisé ça contre moi. C'était trop. Je suis allée trouver Johanna. J'étais furieuse. Elle était en train de ruiner ma vie.
En arrivant en classe, j'avais prévu de montrer à tout le monde l'intégralité de nos conversations par chat, non éditées. Mais je n'en ai pas eu l'occasion parce que Johanna sanglotait de façon hystérique, et tout le monde la réconfortait. Elle disait que vivre avec moi était une torture et qu'elle devait prendre des médicaments pour me supporter. « Assez ! Comment oses-tu » ai-je crié. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Johanna s'est bien sûr mise à pleurer encore plus fort et tout le monde me fixait comme s'il voulait me tuer. Je suis sortie de là en me sentant complètement vide. J'avais perdu mes amis, mon dortoir, ma réputation et jusqu'à ma dernière parcelle de dignité. Tout ça à cause de ce serpent. Je ne savais toujours pas ce que j'avais fait de mal. Plus j'essayais de comprendre, plus tout le monde défendait Johanna. C'était inutile. Personne ne m'écoutait. Finalement, je les ai tous ignorés. J'ai quitté le dortoir et j'ai fait comme si Johanna n'existait pas. Heureusement, je me suis faite de nouveaux amis qui m'aimaient, me faisaient confiance et ne déformaient jamais mes propos. Quant aux ragots sur moi que tout le monde faisait encore, j'ai appris à les bloquer. Et puis, environ 4 mois plus tard, j'ai reçu un email de Johanna. J'étais choquée. Elle disait « Catherine, je suis désolée. Tu avais raison depuis le début. Mitch me trompait et j'aurais dû t'écouter. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je ferai tout pour me faire pardonner. J'avouerai à tout le monde. S'il te plaît, soyons à nouveau amis. Tu me manques. » Pas dans 1 million d'années. J'ai supprimé l'email tout de suite. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour se faire pardonner. Elle avait ruiné ma vie et j'en avais fini avec cette toxicité. Bon débarras. Oh non, les amis de Viviane s'approchaient d'elle. Alors je l'ai rapidement mise à l'écart et lui ai dit sévèrement de rentrer chez elle immédiatement. Viviane a retiré sa main et a dit « Ce ne sont pas tes affaires. Je peux être là où je veux, avec qui je veux et tu n'as aucun droit sur moi. » Très bien, alors si tu ne viens pas avec moi, j'appellerai Juliane et tu seras sans doute envoyé en pension à la fin de la semaine. C'est ce que tu veux ? Elle a dit au revoir à ses amis à contre-cœur, puis m'a suivi chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire fièrement. J'avais fait du bon travail. Ah, la victoire faisait du bien. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 de mon histoire, je vous suggère d'aller les consulter. Quant à Viviane, non, je n'ai pas de complexe de supériorité, je la traite comme ça parce que son père, Julian, m'a confié la tâche de la superviser. J'ai son intérêt à cœur, car si elle se plantait, il va l'envoyer en pension. Je ne comprends pas. Je sais que Viviane ne veut pas être envoyée ailleurs, mais pourquoi ne pouvait-elle pas se comporter correctement ? Elle n'était vraiment pas une fille simple. En fait, Espiègle devrait être son 2e prénom. Le lendemain, quand je suis rentré en classe, tout le monde me regardait et riait. Puis le garçon assis à côté de moi m'a montré une photo sur son téléphone. Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était moi, endormi sur mon bureau, dans ma chambre, la bouche grande ouverte et la bave aux lèvres. Qui a pu mettre ça en ligne ? Ça ne pouvait être que Viviane. Soudain, un avion en papier a frappé ma tête. Je l'ai déplié et j'ai lu le message. C'était pour m'avoir embarrassé devant mes amis. Evan Stevens. Bien joué, Viviane. Bien sûr, j'étais bien trop assidu et responsable pour renoncer à ma mission à cause d'une photo idiote. Vous savez quoi, puisque j'ai accepté de superviser Viviane, je me suis toujours assuré qu'elle était dans ma ligne de mire. Je la suivais de si près que bientôt les rumeurs ont commencé à circuler telles que « Est-ce que ces deux-là sortent ensemble ?» et « Adam est un vrai croqueur de diamants ?» Mais je trouvais leurs commentaires enfantins amusants. De plus, je connaissais la vérité. Jusqu'au jour où, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Lila s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane ? Je veux dire, vous semblez toujours être ensemble. Je suis resté silencieux, alors Lila a continué. Je pense que tu devrais rester loin d'elle. Crois-moi, il n'a rien de bon dans ce genre de fille. Sortie de nulle part, Viviane a surgi et a crié « Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors quel genre de fille penses-tu que je suis ?» Tout le monde dans la bibliothèque nous a dévisagés. Lila pouvait à peine répondre. Tandis que le regard furieux de Viviane me mettait mal à l'aise. J'essayais de trouver un moyen de calmer les choses, mais Viviane a pris un livre sur la table et est partie en colère. Je voulais lui courir après, mais Lila m'a attrapé le bras et m'a dit de l'ignorer. Puis, d'une voix douce, elle m'a demandé de l'aider à résoudre son problème de maths. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, chaque fois que je voyais Viviane, que ce soit à l'école ou à la maison, elle ne me disait pas un mot et me lançait des regards haineux. Son regard était un peu effrayant et me mettait mal à l'aise. Mais par-dessus tout, il me faisait sentir coupable. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas ? Et puis une fois, j'allais vers la cantine quand j'ai vu Charlotte. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je l'ai rattrapée et elle m'a dit que le principal avait appelé car Viviane avait encore des problèmes. Mais comme Julian était en voyage d'affaires de dernière minute, elle a dû venir.
Elle est totalement casse-pied, j'ai dû quitter mon rendez-vous de manicure plus tôt. Elle a agité ses ongles à moitié peints devant moi. Regarde, c'est hideux. Je marchais à côté de Charlotte. Le déjeuner allait devoir attendre car je devais découvrir ce que Viviane avait encore fait. Je ne comprenais pas, car je l'avais surveillée de près et je ne l'avais pas vu faire quelque chose de mal. De l'extérieur, j'ai vu que Lila et Viviane étaient là. Charlotte est entrée en trompe dans le bureau et je l'ai suivie. Il s'avère que l'examen d'histoire avait disparu et plutôt Lila avait vu Viviane se faufiler dans la classe du professeur. Frustrée, Viviane a crié « Non, ce n'est pas moi, Lila a tout inventé !» Mais le principal ne l'a pas cru et s'est obstiné à dire que Viviane l'avait fait. Il a également dit que Lila était une élève exemplaire et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle invente cela. « C'est fini, tu es renvoyé !» a déclaré le directeur. J'ai regardé Viviane avec inquiétude et on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Juste à ce moment-là, Charlotte a pris la parole. « Avez-vous d'autres preuves que les paroles de cette fille ? Comment pouvez-vous accuser Viviane comme ça, quand votre seule preuve est la parole d'une autre élève ? Je ne pense pas que ma fille soit ce genre de personne. » Viviane a levé les yeux vers Charlotte, les yeux écarquillés. Après avoir discuté pendant un moment, le directeur a finalement changé d'avis sur l'expulsion de Viviane et a décidé que cela nécessitait une enquête plus approfondie. Ouf, je me suis senti soulagé. Alors que nous sortions de là, Viviane a regardé maladroitement Charlotte et a dit « Merci » et s'est enfuie. C'était étrange de la voir se comporter de façon si timide, mais je suppose que ce que Charlotte a fait était important pour elle, car après cela, elles ont cessé de se chamailler. Charlotte n'a rien dit à Juliane de ce qui s'était passé, et Viviane a même demandé à son amie de s'occuper de son chien pendant un moment pour que Charlotte puisse se reposer de ses éternuements. C'était agréable de ne pas vivre dans une zone de guerre, mais surtout cette version de Viviane était, très mignonne. C'était un samedi soir et je jouais sur la PS5 dans le salon quand Viviane est apparue. Waouh, elle était bien habillée et elle avait l'air vraiment bien. À plus tard, loser, je vais à un rencard avec Carter, m'a-t-elle dit en me faisant un signe de la main. J'ai immédiatement sursauté et j'ai lâché. Non, tu ne peux pas. Je veux dire, c'est l'un des interdits que Julian avait mentionné auparavant. J'ai tout essayé pour qu'elle reste à la maison, mais en vain. Alors j'ai pris ma veste et je l'ai suivie secrètement à leur rendez-vous. Oui, je faisais la 5e roue du carrosse. Mais je devais m'assurer que rien de mal ne lui arriverait. Je veux dire, j'avais promis à Juliane. Je les ai suivis jusqu'au cinéma en plein air. Ah, ringard, assis non loin de là, je l'ai vu s'embrasser, puis à la moitié du film, il lui a pris la main et l'a emmené. Où allait-il ? En regardant le visage enthousiaste de Carter, il n'était pas facile de deviner ce qu'il avait prévu. En tant que superviseur de Viviane, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors j'ai immédiatement couru vers eux. J'ai rapidement enroulé ma veste autour de la taille de Viviane et je lui ai chuchoté « Ta tante Flo est en chemin ». Viviane a eu l'air de sursauter et à la surprise de Carter, elle s'est empressée de me dire de la ramener chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Et comme je m'y attendais, exactement 1 minute et 30 secondes plus tard, elle a couru vers moi et a crié « Comment as-tu osé me duper ? Tu as gâché mon anniversaire de 3 mois !» Puis elle est retournée furieuse dans sa chambre et a claqué la porte. Elle pouvait être en colère contre moi si elle voulait, je ne faisais que mon devoir. Après ça, Viviane a refusé de me parler et chaque fois que je voyais Carter, ses regards noirs montraient clairement ses sentiments à mon égard. Puis un jour après l'école, alors que j'attendais que Viviane apparaisse à la porte de l'école, mon téléphone a sonné, c'était elle. Je suis coincé dans les toilettes des filles au 2e étage, s'il te plaît dépêche-toi. Sans trop réfléchir, je me suis précipité là-bas. J'étais sur le point de frapper à la porte du box quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par le col et me tirer en arrière. C'était le principal suivi de Carter et Viviane. Quoi ? Pourquoi était-elle là ? C'était si confus. Le principal m'a demandé de les suivre dans son bureau, puis m'a accusé d'être un voyeur. Quoi ? J'ai essayé de me défendre, mais il ne m'a pas cru. Je suppose que ce n'était pas surprenant, vu que je ne lui ai pas parlé du message de Viviane. Même si je lui en voulais de m'avoir piégé, je savais que si je lui causais des problèmes, elle serait renvoyée. Et je ne voulais pas ça. Non seulement ça craignait beaucoup que tout le monde me prenne pour un voyeur, mais en plus j'ai été suspendu pour le reste de la semaine. Je suis resté dans ma chambre à me morfondre et je me suis forcé à étudier. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, pas même sur la physique. C'était affreux. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Viviane qui se tenait là. Super. Maintenant elle était là pour remuer le couteau dans la plaie. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû me piéger comme ça. Cela pourrait affecter mon avenir. Je suis allé fermer la porte, mais elle l'a arrêtée avec son pied. Attends, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, m'a-t-elle souri. Tu peux retourner à l'école demain. C'était la faute de Carter, donc tu es tiré d'affaire. J'ai regardé Viviane avec étonnement et je lui ai demandé si c'était vrai. Dès qu'elle a hoché la tête, je l'ai immédiatement serrée dans mes bras. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression de réagir de façon excessive. Alors je l'ai lâchée et je me suis gratté la tête timidement.
Puis Viviane m'a tout raconté. Il s'est avéré qu'elle avait découvert que Carter avait volé son téléphone et a envoyé ce message pour me piéger. Puis il a dit au principal qu'il m'avait vu me faufiler dans les toilettes des filles. Viviane lui a fait avouer, mais elle a secrètement enregistré la conversation et l'a envoyée au principal. Donc je n'étais plus suspendu. Quel soulagement. Les gars, je suis vraiment reconnaissant à Viviane. Mais ensuite, je lui ai demandé « Mais Carter est ton petit ami ?» Non, j'ai décidé que j'avais dépassé le stade des mauvais garçons. À la place, je veux quelqu'un d'attentionné et de gentil. Elle m'a fait un sourire. Eh bien, c'était il y a quelques mois. Et bien que Viviane soit toujours fougueuse et têtue par moments, elle prend ses études plus au sérieux maintenant. L'atmosphère dans notre maison est plutôt bonne, ce qui rend ma vie tellement plus facile. Et vous savez quoi ? Viviane et Charlotte vont même faire du shopping ensemble. Et je dois aller porter leurs affaires. Ah. Oh, et si vous vous demandez ce qu'il en est de Viviane et moi, je suppose qu'une rebelle et un bon élève peuvent s'entendre après tout. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce qui va se passer. J'étais assise à la réception avec une poche de glace sur la tête, attendant que ma mère vienne me chercher. Ah, cette stupide balle perdue pendant l'éducation physique. Ah, elle était là, glamour comme toujours. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serrée dans ses bras pour vérifier que j'allais bien. Puis elle m'a conduite hors de là et le long du couloir. Un groupe d'adolescents s'est arrêté net et nous a regardés bouche bée. L'un d'eux a même sifflé comme un loup. Même mon professeur de mathématiques, qui sortait de sa classe, a commencé à réajuster sa cravate et nous a fait signe. Non, ces réactions n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour ma mère. Elle est juste trop belle pour être perturbée par la façon dont les hommes agissent autour d'elle. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie Myriam. Je parie que les hommes se battraient tous pour gagner un rendez-vous avec ta mère. Elle était comme une déesse tout à l'heure. J'ai gloussé. L'idée qu'une bande d'hommes adultes rivalise pour gagner l'affection de ma mère m'a amusée. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours célibataire. Elle est magnifique. Elle a du succès et elle est vraiment gentille. Et je suppose qu'elle aimerait avoir un homme dans la maison, n'est-ce pas ? D'accord, Myriam n'était pas sérieuse. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée me plaisait. Alors, je lui ai envoyé un message. « Parle-moi davantage de ton idée de concours. » Puis, une fois, alors que maman était en voyage d'affaires, j'ai invité Myriam. Nous avons passé toute la soirée à publier les auditions en ligne et à distribuer des prospectus dans toute la ville. Très vite, les candidatures ont afflué. Oh mon Dieu, certains étaient beaux, mais d'autres, oh oui, ne l'étaient pas du tout. Supprimés, définitivement. Nous avons tout préparé pour passer des heures à passer au crible tous les candidats. Il fallait être strict, car l'élu devait être parfait comme le prince Paris pour correspondre à une femme comme ma mère, dont le nom est en fait Chloé. Finalement, nous avons réduit la liste à 10 candidats, et nous les avons invités à participer au premier tour. La forme physique est importante, n'est-ce pas ? Du moins, c'est ce que Myriam dit. Alors nous avons installé un parcours du combattant dans le parc local. Tous les gars sont venus, y compris Monsieur Swanson, mon professeur de sport. C'était gênant. Mais bon, je suppose que c'était un homme beau et fort physiquement. Tout d'abord, ils ont dû faire un tour complet du terrain en courant, car l'endurance était importante. Ensuite, ils devaient soulever des poids de 120 livres, soit le poids de ma mère. Elle avait vraiment besoin d'un homme qui puisse la soulever par-dessus l'épaule, comme ils le font dans les films. Oh mon Dieu, les regarder s'échauffer, c'était hilarant. Un homme s'est montré dans une combinaison lycra et a commencé à faire des jumpy jacks, et un autre gars faisait des mouvements bizarres de karaté. Ils ont tous terminé la partie course, enfin, à peu près, mais certains d'entre eux ont eu du mal à soulever les poids, y compris Monsieur Swanson, qui était devenu rouge vif et gémissait. Myriam et moi avons couvert nos bouches pour retenir nos rires. Adieu, Monsieur Swanson. C'était pour avoir été méchant avec nous en cours de gym. À la fin du premier tour, nous avons éliminé 3 hommes. Dommage, car ils étaient beaux. Passons au deuxième tour. Ce n'est pas qu'une question de muscles, les cerveaux sont aussi importants. C'est pourquoi Myriam et moi avons passé 2 jours à noter toutes les questions de notre quiz « Qui veut être le petit ami de ma mère ?» Ma mère mérite un homme qui sait tout. Nous avons installé une rangée de chaises de taille enfant dans le jardin, puis nous avons marché le long de la ligne et leur avons posé des questions. Soudain, un homme s'est levé et a dit furieusement aux autres « Pourquoi laissons-nous des enfants nous tester comme ça ?» Puis, il est parti en trombe. Myriam a chuchoté « Pas étonnant, vraiment. Je l'ai vu se gratter la tête quand il a entendu les questions. » Nous avons ensuite éliminé ceux qui avaient le score le plus bas, ne laissant que 5 candidats potentiels pour passer à la 3e épreuve. Ce soir-là, j'étais sur le point de prendre quelque chose à manger
j'ai vu ma mère debout dans la cuisine. Elle était rentrée plus tôt que je ne le pensais. Elle regardait la pile de profils sur la table avec des tampons in et out dessus. Confuse, elle m'a demandé « Zara, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Maman, nous pensons que tu te sens seule depuis longtemps. Alors Myriam et moi faisons un concours pour te trouver un homme. » J'ai fait mon plus beau regard de chiot. « En fait, demain, c'est le 3e jour. Ce serait parfait si tu pouvais te joindre à nous pour l'entretien. S'il te plaît. » Maman m'a lancé un regard noir et a secoué la tête. Mais j'avais continué à insister jusqu'à ce qu'elle soupire et dise « Bien, je viendrai. » J'ai hurlé de joie et je l'ai serré dans mes bras. C'est parti pour le 3e round, l'étape de l'interview. Myriam et moi avons posé les questions pendant que maman, la reine Chloé, regardait depuis son trône. Chloé. Le premier, Louis, a fait un signe à maman et a dit « Chloé, tu me reconnais ?» Ma mère a juste souri poliment. Il s'est avéré que Louis avait un gros béguin pour ma mère depuis qu'ils étaient tous les deux au lycée. Puis, quand Myriam lui a demandé de nous raconter son talent, il l'a ignoré et a dit à maman « Oh Chloé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu te souviens de l'époque où nous… » J'ai crié, l'interrompant. « Pas assez impressionnant. Suivant. » Le deuxième s'est avancé. Hugo. Oh, il portait un costume et semblait être un gentleman. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Hugo a pris la parole. Le sourire de ma mère a disparu. Je suis Hugo, le chef du département d'ingénierie de votre entreprise. Hugo devait avoir le béguin pour ma mère depuis longtemps, mais elle ne savait sûrement pas qu'il existait. Sa performance de talent a été d'aider à réparer 2 ordinateurs défectueux dans ma maison. Utile, mais honnêtement, c'était pas très impressionnant. En plus, le fait qu'il soit le collègue de ma mère était gênant. Dès que le 3e, Noé, est entré, maman s'est levée avec surprise. « Chloé, tu me manques tellement !» a-t-il dit sincèrement. Maman m'a immédiatement fait signe de l'éliminer, en montrant un X devant sa poitrine. Puis, s'est levée et est entrée. Il a été révélé que Noah était son ex-petit ami de l'époque de leur université. Ok, sale type. Le suivant était tellement rêveur qu'on aurait dit qu'il appartenait à un boys band. Myriam et moi, nous sommes serrés les mains, contentes. « Salut, je suis Léon. Ravie de vous rencontrer, mesdames. » Le sourire de Léon nous a totalement fait fondre. Myriam et moi… je ne sais pas si vous le savez, mesdames, mais j'habite dans cette rue. Sérieusement ? Comment ai-je pu ne pas remarquer un voisin aussi beau que lui ? Il a ensuite sorti sa guitare et a joué une chanson. Oh mon Dieu, ce type mérite d'avoir des A. Mais il n'avait que 21 ans. C'était beaucoup plus jeune que maman. Adam était le dernier de tous. Très beau et gentil. Pour son talent, il nous avait fait des petits gâteaux. Ces délices sont spécialement faits pour vous, charmante dame, a-t-il souri. Oh, comme c'est mignon. Finalement, Myriam et moi, nous nous sommes assises ensemble et avons discuté de nos options. Eh bien, le résultat était assez évident. J'ai annoncé avec enthousiasme « Nous avons pris notre décision. Mon nouveau papa, le prince élu de Paris pour ma maman, Chloé, la championne, et Adam. » Il avait l'air ravi et a souri à ma mère. Mais ma mère a gardé son sourire poli et est restée silencieuse. Ouais, c'était génial. J'ai enfin eu un père. En plus, celui-là fait de la super bouffe. J'étais impatiente pour leur premier rendez-vous. Laissez-moi vous dire que le rendez-vous s'est déroulé à merveille. Adam nous a emmenés, ma mère et moi, dans un restaurant chic en ville. Il a tiré les chaises pour nous, a commandé la nourriture qu'il pensait que nous aimerions, puis il a commencé à nous raconter les histoires les plus cool qui soient. C'est vraiment un gentleman. Si j'avais un petit ami, j'en voudrais un comme lui. Après avoir terminé, j'ai traversé la rue pour acheter une glace et je les ai surpris en train de s'embrasser. Parfait, on dirait que tout s'est bien passé. Oh, Adam, je pouvais déjà l'imaginer comme membre de la famille. Ce soir-là, maman s'est assise à côté de moi pendant que je textais et regardais la télé. Zara, je suis heureuse de voir que tu t'es amusée ces derniers jours. Je fredonnais, toujours en train d'envoyer des textos. Mais ça ne t'a jamais traversé l'esprit que ce que tu as fait était pour toi et pas pour moi ? Pardon ? J'ai travaillé dur pour la rendre heureuse et elle pouvait me dire ça ? J'ai quitté le téléphone des yeux et je l'ai regardé fixement. Chérie, tu as seulement choisi l'homme que tu préfères. C'est ton choix, pas le mien. J'apprécie ce que tu as fait. Et les relations ne sont pas aussi simples que ça. J'ai levé mon téléphone en larmes et je l'ai secoué en disant que j'avais déjà invité Adam ce week-end pour qu'il m'apprenne à cuisiner. Maman a souri. Pas de problème.
Adam et moi avons déjà parlé et décidé de rester amis. Donc le plan de ce week-end reste le même. J'ai baissé la tête et je me suis excusée auprès d'elle. Maman avait raison, j'avais choisi mon préféré sans tenir compte de ses sentiments. Mais oui, ce n'était pas si mal, car après cela, Adam a continué à venir la plupart des week-ends, m'a emmené faire les courses avec lui et à cuisiner pour nous. Il m'a appris à cuisiner et à faire des gâteaux. Et on a même discuté des garçons loufoques de mon école. Sérieusement, si ce Richard veut avoir une chance avec une jolie fille comme notre Zara, alors il devrait être plus fort. Adam a dit pendant que ses mains continuaient à cuisiner gracieusement. Ouais, Richard, brûlé. En parlant d'être brûlé, ouch. Oui, c'était moi qui venais de me brûler dans le four en pensant à tout ça. Adam s'est précipité, a gardé ma main jusqu'au robinet et l'a passée sous l'eau froide. Oh mon Dieu, il était si attentionné et prévenant, contrairement aux gamins de mon âge. Bientôt, c'était mes 16 ans. Et bien sûr, Adam était le chef pour le dîner. Maman et Myriam ont juste eu à allumer les bougies d'anniversaire. Puis en regardant Adam à travers la lumière des bougies, j'ai su que je ne pouvais plus me mentir. J'étais amoureuse de lui. J'ai passé des jours à planifier la meilleure confession pour lui. Seulement, avant que je puisse lui dire ce que je ressentais, maman m'a dit « Adam vient de m'appeler pour me dire qu'on lui a proposé le poste de chef cuisinier à New York. Il part la semaine prochaine. » Quoi ? Non ! Pourquoi ? C'était Adam le premier amour de ma vie. C'était tellement injuste. Nous n'avons pas eu la chance de le voir jusqu'au jour de son voyage. Maman et moi sommes allés à l'aéroport pour le voir partir. Je ne pouvais pas supporter de le voir partir, alors j'ai causé mes yeux sur le sol pendant qu'il était toujours en train de discuter avec ma mère. « Zara, utilise ce que je t'ai appris pour prendre soin de ta mère, d'accord ?» Adam m'a fait un clin d'œil et m'a tapoté la tête. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai éclaté en sanglots. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai sangloté. « Adam, je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Pendant un moment, tout l'aéroport, y compris ma mère, était stupéfait. Tous les regards étaient tournés vers moi. Adam m'a immédiatement repoussé. S'est éclairci la gorge et a dit « Zara, tu es une fille adorable et douce. Tu trouveras un petit ami convenable. » Puis il s'est tourné vers maman. « Meilleurs vœux à vous deux. Au revoir Chloé. Au revoir Zara. » Et je l'ai regardé s'éloigner avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Eh bien, ça fait 6 mois maintenant, et j'ai finalement réalisé que mes sentiments pour Adam n'étaient qu'une confusion d'adolescence. Je l'aimais, oui, mais c'était plutôt de l'admiration et du respect en tant que figure paternelle. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouveau père maintenant, mais c'est ma mère bien-aimée qui l'a choisi. Il s'appelle Victor, et il n'est peut-être pas aussi bon cuisinier qu'Adam, mais c'est un type bien, et il la rend heureuse. Et bien sûr, nous restons toujours en contact avec Adam. Sa carrière et sa vie amoureuse vont très bien dans la grosse pomme. J'ai appris la leçon. La vie est pleine de choix, certains bons et d'autres moins bons. Mais parfois, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas choisir à la place des autres. Nous devons simplement respirer profondément et les laisser faire leurs propres choix. Le lycée a commencé et ça se passe plutôt bien. Je vois actuellement un garçon très mignon en cours de maths. Pour être honnête, les mecs de mon âge ne sont pas si mal. Myriam se débrouille plutôt bien, elle aussi, puisqu'elle sort maintenant avec le musicien Léon, et qu'elle aime l'accompagner lorsqu'il donne des concerts. Quelle fin heureuse pour tout le monde, n'est-ce pas ? J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas ? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi ? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardé plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille, très riche, mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire ? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?»« Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années, et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse. J'aurais dû me présenter d'abord.
Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non, la lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre ? Attendez une minute, et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu ? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». J'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hé Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à 2 mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire ? Celle que j'ai vue jouer du violon ? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui, il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il ? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre ? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide ! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout. Plutôt mignon. Qui es-tu ? J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ?
Je... je... Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici. Tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. » Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement, le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je veux dire, je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu « Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et, sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée? Où était Daniel? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi? Ils avaient planifié ça tous les deux? Mais pourquoi? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion. Mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. Oh mon Dieu, Xavier, marions-nous le 3 avril. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, regarde. Puis elle a agité son téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait un article sur le choix de date spéciale pour se marier. C'est le 3 avril 2021. On allait se marier de toute façon, non? Alors pourquoi ne pas choisir une date unique et tu n'oublieras jamais notre anniversaire de mariage? Mais bébé, c'est dans 3 jours. Comment allons-nous organiser un mariage en si peu de temps? Elle s'est levée d'un bond. Nous allons nous marier à cette date spéciale. Puis elle a couru à l'étage. Elle plaisantait, n'est-ce pas? Comme cette idée était insensée.
Oh, au fait, c'était Mia, ma petite amie, et je suis Xavier. On sort ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps à son idée folle, mais plus tard, je l'ai vu passer tous ses appels à des lieux de mariage et tout. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Sans surprise, tous les lieux de mariage locaux étaient complets pour cette date. Alors, Mia a imaginé un plan de fou. Nous irions en voiture dans la capitale internationale du mariage, Vegas. Mon Dieu, c'était de la folie, mais Mia n'acceptait pas de refus. Donc c'était réglé, on allait à Vegas. Bébé, il y a un problème. Nous vivons en Alaska, donc le voyage nous prendrait environ 2 jours et 16 heures. Nous avons appelé au travail pour prendre quelques jours de congé, puis nous nous sommes réveillés super tôt et avons commencé notre long voyage vers Vegas. Je dois admettre que j'étais un peu excité par notre aventure, mais nous ne savions pas combien de situations ridicules nous allions rencontrer sur notre chemin. Nous avons commencé le voyage à 5h30 et quelques heures après, Mia a eu un petit creux et a commencé à grignoter notre réserve de snacks. Plus tard, j'ai eu envie de chips aussi, alors je lui ai demandé de m'en donner. Mais à mon grand désespoir, il ne restait plus rien à grignoter, et nous n'avions même pas encore franchi les limites de la ville. Ce n'est pas humainement possible. Puis, lorsque nous avons atteint l'autoroute, elle a soudainement dit qu'elle avait besoin de faire pipi. Je me suis arrêté à la station-service la plus proche, mais elle n'est pas allée aux toilettes. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « En fait, puisque nous sommes ici maintenant, pourquoi ne pas aller déjeuner ?» Excuse-moi, mais il était 10h du matin, et ne venait-elle pas de manger tous nos snacks ? Je savais qu'il était inutile de discuter avec une fille affamée, alors je l'ai suivie. Après cela, nous avons repris la route. Je commençais à m'ennuyer, alors j'ai pris mon téléphone pour mettre du Post Malone, mais Mia m'a arrêté et m'a dit qu'elle avait quelque chose de bien plus intéressant. Le roman audio To All the Boys I've Loved Before. Bon sang, c'était tellement ennuyeux que j'ai failli m'endormir. Alors pour notre sécurité et celle des autres conducteurs, j'ai décidé de m'arrêter dans un motel pour dormir un peu. De plus, je ne pouvais plus supporter d'entendre parler de Lara Jean et de ce type, Peter. Le lendemain, après le petit déjeuner dans un restaurant, nous marchions vers notre voiture quand Mia a soudainement vu une femme enceinte en train de charger ses affaires dans son coffre. Elle a immédiatement couru vers la dame, puis elle m'a dit de faire le gros du chargement pendant qu'elle restait là à discuter avec elle. Soudain, la dame a touché son ventre et a dit qu'elle se sentait pas bien. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'elle avait... Oh mon Dieu, elle a perdu les os. Vite, on doit la mettre dans la voiture et l'emmener à l'hôpital. Ma voiture? Et si le bébé sortait? Mais Mia n'a pas écouté et aidé déjà la dame à se mettre sur la banquette arrière. Mon Dieu, j'espérais que le bébé ne sortirait pas trop tôt, sinon je devrais brûler ma voiture. Laisse-moi conduire, tu t'assieds à l'arrière avec elle. Son mari n'est pas là, donc elle a besoin d'un homme pour la soutenir moralement. Quoi? Ça semblait absurde, mais il n'y avait pas le temps pour discuter. La dame a commencé à crier à cause de la douleur. J'ai essayé de la calmer en lui disant d'inspirer et d'expirer, mais elle a juste crié « Taisez-vous !» Puis elle a pris ma main et l'a serrée très fort. Oh mon Dieu, elle allait me casser les doigts comme des cure-dents. Ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier avec elle. Dieu merci, nous avons emmené la dame à l'hôpital à temps. Ouf, je ne pouvais pas imaginer ce qui serait arrivé à ma main et à ma voiture si le bébé était arrivé plus tôt. Le voyage a donc continué. Alors que nous traversions Fort Nelson, j'ai vu un type qui tenait une pancarte demandant qu'on le conduise à la station-service la plus proche. Bien sûr, j'ai ignoré le gars et j'ai voulu passer devant lui. Mais ma copine Mia, ici présente, n'a pas pu passer outre. Elle m'a fait arrêter la voiture et l'a chaleureusement accueillie dans notre voiture. Ah, c'était tellement agaçant. Pendant que je conduisais, j'ai senti une odeur vraiment horrible. Mon Dieu, ça sentait tellement fort que je ne pouvais pas respirer. Ça devait être ce mec. J'ai lancé un regard furieux à Mia, mais elle m'a juste rendu un sourire coupable. Au moins, elle devait souffrir aussi. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir les fenêtres sur l'autoroute. Mia s'est serré la tête en criant « Tu es fou! Ferme les fenêtres, le vent abîme mes cheveux !» Oh mon Dieu, ses cheveux étaient-ils plus importants que sa santé? Dieu merci, après 30 minutes, nous sommes arrivés à une station-service et le type est sorti de ma voiture. Je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir et quand je suis revenu, Mia était introuvable. J'étais sur le point de l'appeler, mais j'avais laissé mon téléphone dans la voiture et c'est elle qui avait les clés. Après 45 minutes de recherche, j'ai abandonné, je suis retourné à la voiture pour la retrouver, assise là, les bras croisés, en me regardant fixement. Où étais-tu passé? Tu réalises qu'on a un planning serré à respecter? Quoi? Était-elle sérieuse? Puis j'ai soudainement entendu quelqu'un tousser à l'arrière, je me suis retourné et à mon grand désespoir, j'ai vu un petit garçon assis là. Pourquoi y avait-il un enfant dans ma voiture? Mia a expliqué que son bus scolaire était parti sans lui et que nous devions l'emmener à son emplacement de camping. Pas encore, Mia! Pourquoi doit-elle être cet adorable petit ange qui ne peut s'empêcher d'aider tout le monde? Mais mon Dieu, ce n'était pas le moment de jouer les Charlie Angel et de sauver ce petit garçon. Je lui ai dit ça et elle m'a immédiatement accusé d'être sans cœur, cruel et tout le reste.
Bon sang, c'est la 3e personne que je transporte gratuitement aujourd'hui. Alors que je conduisais vers le lieu de camping, le gamin a soudainement eu la nausée. Je lui ai crié de se retenir car nous étions sur l'autoroute et il était impossible de s'arrêter. Mais il a commencé à faire des bruits de vomissement. Mia a paniqué, alors elle a attrapé quelque chose et a laissé le gamin vomir dedans. Après avoir trouvé un endroit où s'arrêter, je me suis retourné et j'ai vu que Mia avait jeté toutes mes affaires et utilisé mon précieux sac de sport Nike comme sac à vomi. Assez, c'était trop. Alors j'ai crié au gamin « Sors de ma voiture !» Il a eu tellement peur qu'il a couru dehors et a commencé à pleurer très fort. « Ce n'était pas cool, c'est juste un petit garçon effrayé. Comment te sentirais-tu si ton bus scolaire te laissait derrière ?» Ok, j'ai peut-être été un peu dur avec le gamin. Vous ne pouvez pas me blâmer. Ça avait été 2 longs jours et c'était mon sac préféré. Mais quand même, je suis sorti pour réconforter le gamin. Hey, s'il te plaît, ne pleure pas. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te crier dessus. Je suis juste vraiment fatigué pour toute cette route. Le gamin a arrêté de pleurer, mais il avait toujours l'air d'avoir très peur de moi. Alors j'ai dit « Hey, si tu me fais un sourire, je te promets de t'acheter des bonbons plus tard. » Il a immédiatement souri et il m'a fait un câlin. Oh, j'étais sûr que Mia n'avait pas essuyé sa bouche après tout ce qu'il avait vomi, car j'ai eu quelques taches de vomi sur ma chemise. Mais bon, le gamin était plutôt agréable. On a déposé l'enfant et ses professeurs étaient très reconnaissants. Mais à cause de tout ce que nous avions vécu aujourd'hui, nous ne pouvions pas nous reposer dans un motel et arriver à Vegas à l'heure. La seule option était donc de conduire toute la nuit, et Mia a pris le volant pour que je puisse dormir un peu. Un coup de klaxon m'a fait sursauter et je me suis levé et j'ai vu que nous roulions à une vitesse d'escargot. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu conduis plus lentement que ma grand-mère. Je pense qu'on est perdu. Quoi? Pourquoi elle ne m'a pas réveillé? Puis, oh non, on a soudainement entendu une sirène de police. Et devinez pourquoi on s'est fait arrêter? Ouais, pour avoir conduit trop lentement dans une zone limitée à 100 km/h. Mon Dieu, je paniquais. Mais Mia s'est tournée vers moi et a dit « Tiens-toi tranquille, c'est moi qui vais parler. » Elle a ouvert la fenêtre et a commencé à parler d'une manière étrange. « Bonjour officier, ai-je fait quelque chose de mal ?»« Puis-je voir votre permis s'il vous plaît ?»« Oh oui, absolument. Voilà officier Good Looking. »« C'est Goodlin. »« Oh désolé, je me suis trompé. S'il vous plaît, ne regardez pas ma photo. J'avais les cheveux fourchus ce jour-là quand je l'ai prise. » Oh mon Dieu, elle était en train de flirter avec le flic, il a regardé son permis avec un froncement de sourcil. Oh non, on va finir par se faire arrêter. Eh bien, mademoiselle Forrester, je pense que vous êtes superbe sur cette photo. Je vais vous laisser partir avec un avertissement pour cette fois, mais soyez plus prudent, rouler à 40 km/h dans une zone à 100 km/h est plus dangereux qu'il n'y paraît. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Aujourd'hui doit être mon jour de chance. Je suis arrêté par un officier non seulement très beau, mais aussi très gentil. Si je ne me mariais pas demain, j'allais certainement prendre votre numéro. Mon Dieu, je pense qu'il a compris. Après ça, je lui ai pas parlé de toute la nuit. Comment pouvait-elle flirter avec un autre homme juste devant moi? Et maintenant nous avions moins de 16 heures pour aller à Vegas et nous marier. On a donc pris un petit déjeuner rapide dans un restaurant et on a continué à rouler. Le bon côté des choses, c'est que nous avons finalement franchi la frontière canadienne. Nous étions dans le Montana, bébé. Puis Mia s'est tournée vers moi et a grommelé. « Pour info, tu as oublié de fermer la fenêtre. Encore. N'importe quoi aurait pu se faufiler à l'intérieur pendant qu'on était dans ce restaurant. » Ah, était-elle sérieuse? Je n'avais ni le temps ni la patience pour ça. Alors j'ai hoché la tête pour laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence, mais soudain, j'ai entendu un grincement. Ce n'était pas Mia. Oh mon Dieu, quelque chose doit être dans ma voiture. Je me suis arrêté et j'ai regardé sur la banquette arrière pour voir une moufette qui me sautait dessus. Nous avons tous les deux crié et sommes sortis de la voiture alors que j'essayais de trouver un moyen de m'en débarrasser. Mia a soudainement pointé du doigt. « Tu te rends compte que la voiture est en train de dévaler cette colline ?» Je me suis retourné, la voiture bougeait vraiment. J'ai dû oublier de tirer le frein à main. Nous avons couru après elle, mais heureusement elle a roulé dans une zone boueuse. J'ai regardé à l'intérieur et ouf, au moins la moufette était partie. J'ai essayé de partir mais la voiture faisait un bruit horrible et semblait s'enfoncer encore plus dans la boue. Alors, je suis sorti pour pousser la voiture et Mia a pris le siège du conducteur. Mais la boue a giclé partout et quand j'ai dit partout, je veux dire partout. Je criais pour qu'elle s'arrête, mais devinez quoi, elle ne m'a pas entendu à cause de la musique qu'elle avait mise. Incroyable, alors que j'étais là, couvert de saleté. Mais bon, aussi agaçante que soit la musique, Blinding Light de The Weeknd m'a en quelque sorte boosté, ce qui m'a encouragé à pousser la voiture aussi fort que possible. Et oui, elle en est sortie de la boue. J'étais fatigué, sale, affamé, et je voulais juste arriver à Vegas en un seul morceau. Était-ce trop demandé? Je pense que Dieu a entendu mes prières car nous sommes arrivés à Las Vegas, bébé. Et il était 23h30. J'avais environ 10 minutes pour me doucher et me changer, mais Mia a insisté pour que nous allions directement à la chapelle. Mon Dieu Mia, on aurait dit que j'avais lutté contre John Cena dans un bain de boue. Nous avons couru vers la réception et quand j'ai regardé ma montre, il était 23h45. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi. Les 3 derniers jours m'ont paru être 3 mois.
Bonjour, nous sommes le 3 avril 2021 et nous sommes ici pour nous marier. La réceptionniste a froncé les sourcils et nous a dit « Désolé chérie, mon est le 4 ». Puis elle a montré l'horloge calendrier de son bureau. Avons-nous sauté le temps ou quelque chose comme ça? Puis j'ai eu une illumination. Le Nevada a 1 heure d'avance sur l'Alaska. Mon Dieu, on avait complètement oublié ça. On était déjà le 4 avril. Mia avait l'air dévastée et je me sentais un peu déprimé à cause de ça aussi. Mais si j'avais vraiment été marié avec ce look boueux, je n'aurais jamais osé regarder les photos de mariage. Jamais. De plus, après tout ce que nous avons vécu pendant ce voyage, je pense qu'il est préférable d'apprendre à se connaître un peu plus avant de se marier. Je suis déjà heureux avec ce que nous avons en ce moment. Pas besoin de se précipiter, pas vrai? Je veux rencontrer Monsieur Garcia. C'est important. Ai-je dit à la réceptionniste. Elle m'a regardée confuse et a dit « Désolée, mais personne sous ce nom ne travaille ici. »« Quoi ? Mais c'est le directeur de la société. » La réceptionniste m'a jeté un regard perplexe, puis a dit fermement « Je suis désolée, mais personne sous ce nom ne travaille dans cette entreprise. Vous vous êtes peut-être trompé d'immeuble ? Bien. Si elle ne veut pas m'aider, je vais le trouver moi-même. »« Mademoiselle, attendez, vous n'êtes pas autorisée à aller là-bas. » Malheureusement, je n'ai pas été très loin avant que 2 gardes se précipitent et me retiennent. Alors que j'essayais de me libérer, j'ai crié « C'est ridicule! Je suis la petite amie de votre directeur !» Soudain, un homme à l'air intelligent est apparu devant moi et a dit calmement « Madame, vous cherchez Sébastien Garcia ?» « Oui », j'ai hoché la tête. L'homme a soupiré puis a continué. « Sébastien a travaillé ici, mais je l'ai licencié il y a des mois. Je n'ai pas de place pour quelqu'un d'aussi paresseux et insouciant dans mon entreprise. » J'ai regardé cet homme bouche bée. Ah non, c'était donc lui le directeur, et non Sébastien? Donc mon petit ami avait menti depuis le début? Quand les gardes m'ont fait sortir du bâtiment, j'ai vu des gens me regarder bouche bée. Et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « Oh mon Dieu, une autre fille crédule s'est fait arnaquer. » Ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Sébastien était mon petit ami brillant, riche et séduisant. Il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas m'avoir arnaqué, n'est-ce pas? Je montrai à ma colocataire Sarah le superbe sac de marque que Sébastien m'avait acheté, quand il est entré dans la pièce et s'est affalé sur le canapé. Ok, alors, qu'est-ce que c'était que ce regard morose? Bébé, c'est juste que mon entreprise a ce gros projet en cours. J'ai déjà investi 100 000 $ avec un retour sur investissement de 5 fois supérieur prévu d'ici la fin de l'année. Waouh! Quel grand projet! Je me sentais si fière d'avoir un petit ami si parfait. Mais il a ensuite baissé la voix. Oui, on dirait que je vais devoir renoncer à ce projet. J'ai écarquillé les yeux et j'ai demandé « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dois apporter 50 000 $ de plus d'ici la fin de la semaine. Mais il manque encore 10 000 $. Je me suis empressée de dire « Je peux aider ?» Il a secoué la tête. « Bébé, je ne peux pas te demander de faire ça. De plus, où tuerais-tu cette somme d'argent dans un délai aussi court? Je l'emprunterai à mes amis ou autres. Tu ne crois pas que ta petite amie puisse le faire? » Je lui ai fait un clin d'œil. Il m'a embrassée sur le front et m'a dit avec un grand sourire que j'étais la meilleure petite amie du monde. Après avoir compté mes économies et mon prêt étudiant, il me manquait encore quelques milliers de $. J'ai donc dit à 2 de mes amis que mes parents avaient eu un accident et que j'avais besoin d'argent de toute urgence pour payer leurs frais d'hospitalisation. Je sais que le mensonge c'est nul, mais je les rembourserai bientôt. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, pas vrai? Mais 1 semaine après avoir donné l'argent à Sébastien, il s'est présenté chez moi complètement déprimé. Il m'a dit qu'il avait rencontré un problème inattendu et qu'il avait besoin de 15 000 $ supplémentaires, sinon il allait tout perdre. Je voulais l'aider, mais je n'avais plus personne à qui emprunter de l'argent. Je pensais qu'il serait compréhensif, mais au lieu de ça, il m'a juste dit « Tu peux emprunter de l'argent à un usurier, puis dans 1 mois, on pourra le rembourser. » Je lui ai jeté un regard confus, et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas obtenu le prêt lui-même. Il a caressé mes cheveux avec une voix apaisante et a dit « Je le ferais si je pouvais, Anna, mais tu es une étudiante, donc tes taux d'intérêt seront beaucoup plus bas que les miens. » Ça avait du sens. En plus, on allait être ensemble pour toujours de toute façon, alors ça n'avait pas d'importance de savoir qui avait contracté le prêt. Le même jour, j'ai donc emprunté le reste de l'argent à un usurier et l'ai remis à Sébastien. « Anna !» une voix a crié, ce qui m'a fait sursauter de mes pensées. « Anna, rends-moi mon argent. J'en ai besoin d'urgence !» m'a lancé mon amie Rachel. Je me suis sentie si troublée que j'ai lâché.
Bientôt. Quelques jours. Je te le promets. » Elle a roulé des yeux vers moi. « Ouais, peu importe. » « Pfff. Je croyais que t'avais un petit ami riche, non ? Pourquoi tu lui demandes pas de t'aider ?» J'ai forcé un sourire et lui ai répété que je la rembourserais bientôt. C'était tellement embarrassant, et maintenant mon ami me détestait. Oh, c'était la faute de cet abruti de Sébastien. La vérité était que dès que je lui avais remis l'argent, il avait disparu. Ses comptes en ligne, son numéro, tout a disparu. J'ai même découvert que la maison qu'il disait être la sienne n'était en fait qu'une location Airbnb. Oh, et le sac de marque qu'il m'a acheté ? Un faux. Le lendemain, je me rendais à mon cours quand j'ai entendu 2 filles se parler. Anna doit beaucoup d'argent aux gens, mais ne veut pas le rembourser. Elles se vantent pas toujours d'avoir un petit ami riche. J'ai baissé la tête et je me suis dépêchée de les dépasser. C'était tellement humiliant. Je devais trouver un moyen de retrouver ce crétin de Sébastien et de lui reprendre mon argent. Ah ! Qui ça peut être ? Peut-être que c'était Sébastien avec une explication parfaitement raisonnable pour tout. J'ai couru vers la porte, je l'ai ouvert. Oh, c'était juste une fille inconnue. « Où est Sébastien ? Dis-lui de venir ici immédiatement !» a-t-elle crié. « Et vous êtes ?»« Sa victime. Il m'a piégée pour que je lui donne toutes mes économies. » Elle m'a poussée et est entrée en trombe. « Sébastien, arrête de te cacher et sors de là !» J'ai tiré le bras de la fille et lui ai demandé. « Attends, il t'a aussi piégée ?» Elle m'a regardée avec de grands yeux. « Oh mon Dieu ! Sébastien est vraiment un pro de l'arnaque. » Après ça, on s'est assises et elle m'a tout expliqué. Il s'avère qu'elle s'appelle Léa et que Sébastien l'a escroquée de 50 000 $. Oh mon Dieu, c'était beaucoup d'argent. Sébastien est un vrai con. Soudain, ma colocataire Sarah et son petit ami Eric sont entrés. « Hey, regarde, j'ai gagné ce Tales of Suspense vol 39 dans le pari de la course de chevaux l'autre jour. Tu sais, c'est super rare. » Eric était si content de montrer à Sarah sa nouvelle bande dessinée précieuse, tandis que je forçais un sourire aux deux. Puis j'ai rapidement traîné Léa dans ma chambre. Il était hors de question que Sarah sache que j'ai été arnaquée. En entrant dans ma chambre, Léa a soudainement dit « Hey, tu veux récupérer ton argent ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr que oui, mais maintenant je ne sais même pas où il est. Elle a fait ce sourire narquois, en me disant que Sébastien adorait l'univers Marvel et que la BD de Eric pourrait être utilisée pour l'attirer. On est donc descendu, on a attendu que Sarah aille dans l'autre pièce, puis on a demandé l'aide de Eric. Au début, il a refusé, mais on lui a proposé de partager l'argent en 3. Finalement, Eric a accepté et le jeu a commencé. Pour commencer, Eric l'a posté sur une place de marché de bande dessinée pour la moitié du prix qu'il valait. Seulement 150 000 $. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que le serpent Sébastien se glisse dans ses messages. Super. Nous sommes arrivés super tôt au lieu du rendez-vous et nous nous sommes cachés derrière un buisson. 30 minutes plus tard, Sébastien ne s'était toujours pas montré. Et j'avais un bras mort. Aïe. J'ai chuchoté à Léa. « Tu crois que notre plan a été divulgué ?» Elle a attrapé mon épaule et m'a fait taire. Sébastien était arrivé. Il a pris un temps fou pour vérifier le livre, très soigneusement. Quand ils ont terminé l'échange, j'ai sauté hors du buisson et j'ai crié « Sébastien, te voilà! Où est mon argent ?» Ses yeux se sont agrandis de terreur et il a rapidement essayé de s'enfuir dans l'autre sens. Mais Léa a sauté devant lui. Elle a ricané et a retroussé ses manches, s'avançant vers lui. « Tu n'as nulle part où aller, crétin !» Sébastien était terrifié et a fait un pas en arrière. Puis, j'ai couru derrière lui et lui ai arraché la BD des mains. « Les filles, regardez, Il est devenu tout pâle et s'est immédiatement retourné pour s'enfuir en courant. Il a même perdu une chaussure en chemin et il n'a pas osé s'arrêter pour la ramasser. C'était tellement hilarant de le voir clopin-clopant. Merci beaucoup, Léa. C'était tellement bon de pouvoir se venger. Avec plaisir. On a fait teinter nos verres ensemble. Pouvoir de fille et tout ça. Ah, ma tête me faisait si mal. Ah, où est Léa ? Je suppose qu'elle a dû rentrer chez elle. Je suis allée vers mon armoire. Où est le sac à dos avec mon argent dedans ? J'ai mis ma chambre sans dessus-dessous pour le retrouver. Est-ce que ça pourrait être... J'ai appelé Léa, mais il n'y avait pas de réponse. C'est ça. Léa et Sébastien étaient absolument pareils. Pourquoi devais-je être une telle idiote crédule ? Il y a eu un grand coup sur la porte. Alors je l'ai ouverte.
2 énormes gars se tenaient là. « Eh, ma belle, rembourse-nous vite, ou sinon… » Puis ils sont partis. J'ai paniqué ne sachant pas quoi faire. Trouver Léa et Sébastien? C'est perdu, je le sais. Alors, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je livrais des journaux et du lait le matin, puis j'étais serveuse la plupart des soirs. J'étais épuisée, mais je devais trouver un moyen de rembourser mes dettes avant de m'y noyer. Un matin, Sarah est descendue et m'a trouvée endormie sur ma tartine. Elle m'a gentiment secouée pour me réveiller. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un stage rémunéré à l'hôpital de son oncle. Youpi! Merci Sarah, tu es la meilleure. Le premier jour de mon nouveau travail s'est bien passé. Alors j'ai décidé de me récompenser avec un bagel et un chocolat chaud à la cantine. C'est alors que je suis passée devant elle. Léa. Elle m'a aussi repérée et s'est enfuie. Mais je l'ai poursuivie dans une impasse. Où est mon argent? Je ne voulais pas faire ça. Je suis désolée, a-t-elle sangloté. Puis, elle m'a raconté que la nuit où nous avions fait la fête, elle avait reçu de mauvaises nouvelles. Son frère avait eu un accident et devait être opéré d'urgence. Paniquée, elle a pris l'argent pour payer ses factures d'hôpital. Est-ce que tu me fais marcher? C'est 100% vrai. Elle a essuyé ses larmes. Peut-être que je me suis sentie un peu désolée pour elle. Mais non, ce qu'elle a fait n'était pas bien. En plus, elle pourrait me mentir. Je veux dire, j'ai aussi utilisé l'excuse du parent malade pour soutirer de l'argent à mes amis. Donc, je l'ai traînée à la réception pour vérifier. Il s'est avéré qu'elle disait la vérité. Son frère est dans le coma et des factures sont évidemment très chères. Ce que Léa a fait craint, mais elle est tout ce que son frère a. Donc je suppose que je peux comprendre pourquoi elle a fait ça. Donc il me semble que je dois continuer à travailler comme une folle pour le moment. Ce week-end, j'étais sur le point de partir au travail quand j'ai ouvert la porte pour voir ces voyous de retour. Ils m'ont bousculé et ont commencé à ramasser des objets de valeur. Je leur ai crié d'arrêter et que j'allais leur donner l'argent bientôt, mais ils ne m'ont pas écouté. Puis, ils ont pris l'ordinateur portable de Sarah. Oh non! Juste à ce moment-là, Léa est arrivée et a demandé qu'ils arrêtent immédiatement. Puis, elle a commencé à leur payer ce que je leur devais. Quoi? Comment avait-elle eu l'argent? Eh bien, il s'avère que le frère de Léa s'est réveillé de son coma. Ils ont parlé et elle a découvert que ses recherches spécifiques venaient de gagner le premier prix d'un concours national. Donc, il lui a donné l'argent du prix et lui a payé ma dette. J'étais si heureuse que je l'ai serré dans mes bras en la remerciant. Je n'avais plus de dette. Ouf, je pouvais enfin rembourser mes amis et laisser tout ça derrière moi. Hein? Qu'est-ce que c'était? On a toutes les deux regardé dehors. Ce n'était pas Sébastien? Mais pourquoi il avait l'air si fatigué? Oh! Il s'avère que 5 filles à l'air furieuses lui courent après. Ha! J'ai regardé Léa et on a toutes les deux éclaté de rire. Et ça, les gars, c'est le karma. Je me rendais chez Julia pour une séance de révision quand soudainement je me suis retrouvée à voler et à atterrir sur le sol. J'étais tellement abasourdie que je n'ai même pas vu la balle qui m'avait frappée, ni le fait qu'un mec mignon se précipitait vers moi pour voir si j'allais bien. Il m'a aidé à me relever et s'est excusé, puis il a sorti un pansement de son sac. Oh mon Dieu, qui est-ce? Je m'étais gravement écorché la main, mais je m'en fichais presque car j'étais maintenant face à face avec un type magnifique. En fait, j'étais tellement occupée à le regarder et à rougir que je n'ai même pas remarqué que Julia marchait vers nous. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» Il s'avère que le mec mignon était Grégory, le petit ami de Julia. Oh, Julia, bien sûr. Tout ce qui est beau est toujours à elle. Je suis Eva, au fait, et cette fille chanceuse est Julia. C'est la fille de l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Walsh. On est censé être amis, mais honnêtement, on n'a rien en commun. Je veux dire, ma famille est assez pauvre, mais ce n'est pas notre faute. Mon père est malheureusement décédé, et alors c'est juste moi et ma mère qui essayons de joindre les deux bouts. Julia, d'un autre côté, a une cuillère en argent dans la bouche, mais le destin nous a quand même réunis. Je sais que ce n'est pas bien, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Grégory. En fait, il m'a donné de la motivation pour la prochaine session d'études avec l'autoritaire Julia, car peut-être il serait là. Je me suis même maquillée et j'ai sauté en allant chez elle le lendemain, mais bon, tout cela n'a servi à rien, car Grégory n'était nulle part. Au lieu de cela, j'ai dû m'asseoir et écouter Julia parler encore et encore de son voyage à Paris. J'ai fait semblant d'aller bien, mais en réalité, j'ai toujours rêvé de visiter la ville des Lumières et de contempler la tour Eiffel depuis que j'ai regardé Émilie à Paris. Continue de rêver, Eva. Bref, Julia était incessante.
Elle aimait me faire passer pour une idiote et m'a même dit « Oh, ma pauvre Eva, peut-être qu'un jour tu pourras aller à Paris. Mais en attendant, tu peux juste regarder toutes mes photos. » Honnêtement, pourquoi était-elle si cruelle avec moi? L'année dernière, à l'occasion de mon anniversaire, elle m'avait même montré un magazine de mode et m'avait demandé quelle robe je préférais. Je pensais qu'elle m'achetait un cadeau, mais au lieu de cela, elle s'est présentée à ma fête dans la robe que je lui avais montrée. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a fait un clin d'œil et a ri. J'avais vraiment envie de lui crier dessus. Bref, après avoir regardé 1 milliard de photos de Paris, Monsieur Walsh est apparu. Il avait l'air heureux de nous voir assis si près et étudiant ensemble. Si seulement il savait la vérité. Mais je devais prétendre que je m'amusais beaucoup avec Julia et que je l'aidais à étudier, au moins pour lui. Monsieur Walsh était un bon ami de notre famille, et depuis que mon père est décédé, il s'est occupé de moi et a même payé mes frais de scolarité. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Mais vous savez quoi? Je commençais à être emballée d'aller chez Julia, car l'idée de croiser Grégory à nouveau me donnait des papillons dans le ventre. Je me suis même fait une nouvelle coupe de cheveux. Mais il n'était jamais là, et je partais toujours déçue. Et puis un jour, après l'école, il a commencé à pleuvoir des cordes, et j'ai dû courir. Et soudain, j'ai senti un parapluie sur ma tête. Devinez quoi? C'était Grégory qui venait à la rescousse. C'était comme dans un film romantique. Il m'a même proposé de me ramener à la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Je suis restée assise là, en silence, ruisselant de pluie partout sur sa voiture propre. Je l'ai même surpris à me regarder plusieurs fois. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait bondir dans ma poitrine. Il s'est arrêté devant chez moi. J'étais sur le point de sortir quand il m'a touché le bras et m'a dit « Je peux avoir ton numéro ?» J'étais confuse, je veux dire, n'était-il pas le petit ami de Julia? Il m'a alors expliqué qu'il avait été engagé pour être son faux petit ami, afin que tous les garçons qui la draguent s'éloignent de son chemin. Waouh, je ne pouvais pas le croire. Il m'a demandé de garder le secret, car Julia nous tuerait tous les deux si cette histoire se propageait. Ok, tout s'explique maintenant. C'est donc pour cela qu'il n'est jamais venu chez elle. Je me sentais si heureuse. Les jours suivants, Grégory et moi avons beaucoup discuté au téléphone. Et finalement, il m'a invité à un rendez-vous galant. Nous sommes allés à la fête foraine, et tout de suite, il m'a tenu la main. Je me suis sentie si spéciale, et je n'ai jamais voulu qu'il me lâche. On s'amusait beaucoup, puis une voix familière a percé l'air. « Eh bien, eh bien, eh bien, n'est-ce pas ma chère amie Eva ?» J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Nous nous sommes retournés, et il y avait Julia et sa bande de filles, toutes debout, les bras croisés. Grégory a lâché ma main et s'est précipité aux côtés de Julia. « C'est tout elle, bébé. Tu dois voir les messages qu'elle a envoyés. Elle a flirté avec moi pendant des semaines, c'est pathétique. » Wow! Était-il sérieux? Il y a 1 seconde, il était sur le point de se pencher pour m'embrasser, et maintenant il me dénigre? Comment peut-il avoir 2 visages? J'ai essayé d'expliquer à Julia, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a juste traitée de traîtresse devant tout le monde et a dit à toutes ses amies de bien garder leurs petits amis au cas où je tenterais ma chance avec l'un des leurs ensuite. J'étais dévastée. Tout le monde me regardait et me jugeait. Ah, si seulement je pouvais m'évaporer dans l'air maintenant! Et alors que je réfléchissais à l'endroit où je pourrais m'échapper, un type est apparu, a attrapé mon poignet et m'a tiré à l'écart. C'était Steven, le gars qui vivait en face de chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi il m'aidait, mais j'étais si reconnaissante qu'il le fasse. Il m'a ramenée chez moi et a essayé de me remonter le moral en me disant que sa mère aimait tellement notre boulangerie et que le carrot cake que ma mère faisait était le préféré de sa mère. Cela m'a fait sourire en repensant à tous ces moments heureux dans notre boulangerie familiale. Quand mon père est mort, nous avons dû la vendre pour rembourser des dettes, et la vie est devenue assez difficile. Heureusement, Monsieur Walsh nous aidait, mais après ce qui s'est passé avec Julia, je n'étais pas sûre que je pourrais l'affronter. Le lendemain, à l'école, tout le monde me regardait fixement. Je n'ai même pas pu trouver une place pour m'asseoir au déjeuner. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout gâché. Et puis, ça a empiré. Mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Walsh. Il disait qu'il était très déçu par moi et que je n'avais plus besoin de venir donner des cours à sa fille. J'avais envie de pleurer. Et en même temps, je me sentais tellement soulagée. J'ai lu la suite et il a dit « Je suis désolé, mais je ne peux plus tenir ma promesse. Je continuerai à subventionner tes frais de scolarité, mais tu devras trouver une solution pour l'université. Bonne chance. » Mon cœur s'est effondré. Non seulement j'avais été rejetée par tout le monde à l'école et poignardée dans le dos par Grégory, mais maintenant la porte de l'université m'était aussi claquée au nez. Qu'est-ce que j'allais faire? Ma vie était finie. Je me sentais si mal que je suis sortie de la cantine et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas osé aller à l'école les jours suivants. J'étais malheureuse. Et juste quand j'avais perdu tout espoir, on a frappé à ma porte. C'était Grégory. Qu'est-ce qu'il faisait là?
Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et que je lui manquais tellement. Puis il m'a demandé si je serais intéressée pour être sa petite amie secrète. Qu'est-ce que c'est, ça? J'étais tellement en colère que je voulais lui claquer la porte au nez, mais il a été assez rapide pour attraper ma main, ce qui m'a surpris. À ce moment précis, Steven est passé devant moi. En me voyant debout avec Grégory, son visage a changé, et il est parti immédiatement. Oh non! Je ne pouvais vraiment pas le laisser se méprendre sur ma personne, c'était le seul ami qui me restait. J'ai arraché mon bras de Grégory et j'ai couru après Steven. Je l'ai finalement rattrapé et lui ai dit que j'avais l'impression que le monde entier était contre moi et que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit de me calmer, puis nous sommes allés nous asseoir sur un banc dans le parc, tandis qu'il me laissait tout lui confier. Lorsque j'ai fini de parler, j'étais au bord des larmes. Puis il a dit « Écoute Eva, tu vaux mieux que ça. Ne fais pas semblant de t'intégrer à ces gens dans ton école. Les bonnes personnes te verront telle que tu es vraiment. Tu es forte et tu peux tout surmonter. Je sais que tu le peux. » Il avait raison, je valais mieux que ça. Je n'avais pas besoin de tomber aussi bas que Julia et ses amis. Et je n'avais certainement pas besoin de compter sur l'argent de M. Walsh. Je me débrouillerais toute seule, comme je l'ai toujours fait. J'ai donc postulé pour un emploi à temps partiel dans un café. Gagner mon propre argent était si bon. Je me sentais soudain libre et je savais que tout allait bien se passer. Mais un jour, alors que je travaillais, Julia et sa bande sont arrivées. Elles n'étaient toujours pas remises de ce qui s'était passé. Et devant tout le monde, elles ont ressorti ce que j'avais fait pour m'humilier. Et elles l'ont même enregistré. Et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. C'était trop. C'est alors que j'ai jeté une tasse de café sur Julia et je suis sortie en courant. Julia a crié après moi qu'elle allait dire à ma mère tout ce que j'avais fait. Sans aucun doute, Julia l'a vraiment fait. Elle a même envoyé à maman des photos de moi et Grégory à la foire. Eh bien, ma mère ne l'a pas bien pris. Je me suis précipitée chez moi pour essayer d'expliquer après que maman m'ait crié dessus au téléphone, mais ensuite je ne pouvais trouver maman nulle part. J'ai appelé son téléphone et un homme a répondu. Il a dit que ma mère était à l'hôpital après s'être évanouie. Oh mon Dieu! Je suis allée à l'hôpital immédiatement et j'ai découvert qu'elle s'était effondrée à cause du choc, mais heureusement elle allait bien. Elle devait rester à l'hôpital pour le reste de la journée pour être surveillée, alors je suis allée chez nous chercher une tasse de café. C'est alors que je l'ai vu. Grégory! Il était dans la salle d'à côté, assis avec une fille. J'ai failli laisser tomber le café sous le choc. Ils avaient l'air proches. J'ai attendu qu'il soit parti et je suis allée demander à la fille si Grégory était son petit ami. Eh bien, il s'est avéré qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans déjà. Donc il la trompait 3 fois. Cette fille méritait de connaître la vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et je lui ai tout dit. Elle était si bouleversée. Nous avons décidé de nous venger. Alors la fille a appelé Grégory et lui a demandé de revenir. Dès qu'il est arrivé, nous l'avons confronté et avons obtenu la vérité une fois pour toutes. Il n'a jamais été le vrai petit ami de Julia. En fait, voici la partie choquante. Il a été engagé par Julia pour prétendre sortir avec moi et ruiner ma vie. Apparemment, elle était jalouse de l'attention que son père m'accordait depuis la mort de mon père, et que son père la comparait constamment à moi. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa copine et lui disait combien il l'aimait et qu'il n'avait accepté d'aider Julia que pour pouvoir gagner un peu d'argent pour l'aider à payer ses frais médicaux. J'étais abasourdie. Grégory était tellement désolé et a dit qu'il allait tout avouer. Il l'a posté sur le forum de l'école pour me disculper et pour que tout le monde voie l'horrible vérité sur Julia. Et bien sûr, quand M. Walsh l'a vu, il l'a fait venir et s'est excusé auprès de moi. Et il s'est aussi excusé lui-même et a proposé de payer à nouveau mes frais d'université. Vous pensez que j'ai accepté son offre? Bien sûr que non. Je ne comptais que sur moi-même maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais besoin de l'aide de personne. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu me payer l'université? Sûrement pas avec mon salaire de serveuse, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir terminé le lycée, j'ai réalisé à quel point la boulangerie me manquait. C'est là que je me sentais vraiment heureuse. J'ai donc décidé d'étudier pour devenir chef pâtissier, et maintenant, ma mère et moi avons ouvert une nouvelle boulangerie. Je n'ai jamais été aussi heureuse, et il y a une dernière chose que je veux partager. Ah, en fait, la voici. Hey, Steven, j'ai préparé le gâteau préféré de ta mère, allons la surprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand Steven a pris le carrot cake, m'a embrassé sur la joue, et nous nous sommes dirigés vers sa voiture. La vie est tellement plus simple maintenant, et plus douce, et j'adore ça. Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien. Mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi. Alors, comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal, mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde ?
Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça? Tu veux rejoindre mon groupe? Pas besoin de demander 2 fois. Ce type était mignon. Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonné. Les gens sont toujours si prompts à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes ras de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était fâchée à ce sujet. « Oh, s'il te plaît. Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une américaine qui aime le style gothique. » Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe, puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cool. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui, et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. « Tu es sûre? C'est juste que tu le connais pas depuis longtemps et tu sais pas ce qu'il ressent pour toi. » Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. Y a pas de risque qu'il me rejette. Non. La réponse de Ralph m'a transpercée sans la moindre hésitation. J'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amis. Sans goût? Qu'est-ce qu'il voulait dire par sans goût? Et, oh mon Dieu, Erin? Incroyable! Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipitée et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je lui ai tout déballé. Waouh! Elle a levé les sourcils. Grossier, mais quand même. Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh oh, je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. Je veux dire, au lieu de passer 3 heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi? Tais-toi! Sors de ma chambre! Je l'ai furieusement poussée dehors et j'ai claqué la porte. Mais, en y réfléchissant bien, et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt? Non, ça peut pas être le cas. Harper faisait juste son habituelle personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais. Ouais, je sais. La dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu. Tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula? Non, elle vient pas de dire ça. Quel manque de respect. Pourquoi vous vous souciez tant des apparences? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo? Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile. Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant 2 jours entiers. Je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir.
ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sciences sociales. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu. Non, je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie !» Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux? Mon Dieu, c'était tellement nul. C'était pas moi. Je suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse. Dès qu'Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. « S'il te plaît, Miranda !» Mes parents m'ont attrapé les bras. « Tu es tellement mieux comme ça !» Mais c'est pas moi. Si je reste pas gothique, je vais me perdre. Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh! Mais cette fois, je me changerai pas. Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement. Être une gothique, c'est ma véritable identité. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non! J'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils m'ont rejeté. Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas. Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin. Laisse-moi tranquille. Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes, Ralph a dit héroïquement. Eh bien, je ne me sentais pas mieux, mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entré dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. « Arrête de bouder. J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils t'ont pas rejeté parce que t'es gothique. Ils t'ont rejeté parce que tu es une personne fade avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. » J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts, car je savais que ce que je voulais vraiment, c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cet uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang, allez, je peux pas. Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte, pense à l'université de tes rêves et à ton avenir. » Elle m'a tapoté le dos. « C'est juste temporaire, d'accord ?» Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Oh. Un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothiques. « Hey les gars !» Je les ai salués joyeusement. « C'est quoi l'événement de ce soir ?» Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda !» Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement ? Miranda ? C'est vraiment toi ?» Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. « Ton Instagram va adorer ça !» Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur, je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer ? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques. Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon apprise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et, pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire. Coupe de cheveux basique, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où, dans une maison de retraite, je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation.
En plus de cela, il était un conteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton. On juge pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidé à postuler à nouveau. Et devinez quoi? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au 7e ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leurs larmes de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. Nous sommes même partis en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance.